Merci de vous informer sur la 7. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité notamment marquée par la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Quel est l'état des lieux de cette lutte sur le plan national et international? Les précisions dans ce tour de l'actualité. Nous nous intéresserons à une descente effectuée sur le terrain par la direction de la consommation locale et qui a révélé certaines réalités. Hors de nos frontières, les autorités sénégalaises ont annoncé ce jeudi la mise en place d'un nouveau dispositif destiné à lutter contre l'immigration clandestine. Une mesure prise par le gouvernement du pays. On y revient dans un instant. Et puis en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a visité ce jeudi au cours d'un déplacement à Odessa la cathédrale de la Transfiguration endommagée par un bombardement russe dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 23 minutes d'actualité. En ouverture de ce journal, intéressons-nous à la sécurité routière. Les chiffres relatifs à la sécurité routière viennent d'être révélés pour le compte du premier semestre 2023. Le bilan reste alarmant même si les accidents mortels ont baissé par rapport à la même période de l'année dernière. On suit ce reportage de Promis Pomegbe avec les commentaires de Nadège Arija. Pour le compte de ce premier semestre 2023, l'on dénombre en moyenne chaque jour sur nos routes 18 accidents avec 26 blessés et 2 morts. Au total, 3262 accidents avec 4611 blessés et 282 décès. C'est du moins ce que révèle le bilan de la sécurité routière présenté ce jeudi par les autorités. La nationale numéro 1 reste l'axe routier le plus mortel, avec à lui seul 114 décès sur les 282, suivi du grand contournement avec 25 décès, 11 pour la nationale numéro 5 et 5 pour la nationale numéro 2. Les motocyclistes se révèlent comme ceux qui perdent le plus souvent leur vie dans les accidents, une raison de plus pour appeler à la précaution et à la bonne conduite sur les voies. Pour cause de ces accidents, l'on note le défaut de maîtrise, les refus de priorité, l'état défectueux des routes, l'absence à certains endroits, la défaillance à d'autres et le non-respect des feux tricolores, l'excès de vitesse, les dépassements défectueux et pour finir, le stationnement sans signalisation. Notons que les accidents mortels ont diminué par rapport au premier semestre 2022, soit 347 décès et 4863 blessés pour un total de 3818 accidents, puisque des efforts se font dans le sens d'améliorer la sécurité sur les routes et des mesures sont prises pour réduire autant que possible les accidents de circulation. Ces mesures seront plus efficaces avec l'entretien régulier des routes, la réparation des dispositifs défaillants et pour finir, le respect des règles de contrôle par les services en charge. Pour promouvoir la consommation des produits togolais, le Premier ministre avait recommandé aux supermarchés de privilégier l'achat des produits locaux. Une descente sur le terrain de la direction de la consommation locale a révélé la réalité du terrain. Des supermarchés n'ont même pas accès aux produits locaux. Grande était la déception de la direction de la consommation locale après une descente sur le terrain pour le suivi des recommandations faites aux aires de distribution en vue de booster la consommation locale. 3 grands supermarchés ont été visités le jeudi par le service de la direction pour vérifier si les mesures prises pour la promotion de la consommation locale sont mises en application. Dans l'un des supermarchés visités à Assivito, il y a bel et bien un aire dédié aux produits togolais avec une enseigne lumineuse. Cependant, l'espace dédié aux produits togolais ne fait que moins d'1%. Dans un autre supermarché à Casablanca, les produits locaux sont pratiquement inexistants dans les rayons. Seulement une gamme de pain et une bière fabriquée au Togo sont noyés dans la mêlée. Dans un autre supermarché à Atikoumé, une bonne place est faite aux produits locaux. Cependant, le supermarché n'a pas d'enseigne pour les rayons comportant les produits togolais. Cette descente a fait suite aux obligations faites aux supermarchés de dédier des rayons spécifiques aux produits locaux et d'en privilégier l'achat selon une circulaire du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Cette circulaire résultait du constat selon lequel les aires de distribution se débarrassent des produits locaux une fois le mois du consommé local fini.
Si de par le passé, les migrations entre les zones rurales et urbaines a constitué le principal levier de la croissance urbaine, tel n'est plus le cas de nos jours. Les agglomérations tendent de plus en plus à abonder, ce qui n'est pas un bon signe pour la croissance économique. Fatigués de leurs conditions de vie déplaisantes, des jeunes Togolais des milieux ruraux affluent vers les centres urbains et principalement vers la capitale Lomé. Surtout que nous sommes déjà dans les grandes vacances, plusieurs jeunes vont encore nourrir l'espoir d'y trouver une meilleure issue. Malheureusement pour certains d'entre eux, une fois arrivés dans ces milieux urbains, leur rêve d'une vie meilleure se heurte à la dure réalité. Faute de moyens et sans aucun métier à leur arc, ils se retrouvent à faire des métiers de subsistance. Selon les experts, dans 30 ans, plus de la moitié de la population globale au Togo vivra dans les villes. Si l'extrême pauvreté, la précarité et la misère justifient la plupart du temps ce choix risqué, le phénomène entraîne également des conséquences. Il s'agit de la création en ville des bidonvilles, le développement de la prostitution chez les filles et de la consommation de drogue chez les garçons. Pour freiner le phénomène, il faut que les gouvernants mettent davantage en œuvre des initiatives d'emploi des jeunes en créant des zones d'activité agroalimentaire et agro-industrielle. Avec de nouvelles opportunités économiques, ces jeunes seront encouragés à rester dans leur milieu et à y trouver un sens à leur vie. Venons-en à la société. Le lac Volta est un réservoir d'eau douce sur le fleuve Volta au Ghana. Ce dernier est au cœur d'un projet d'approvisionnement en eau transfrontalier à Sogakopé et Lomé, alors que les pourparlers se poursuivent. Des tensions naissent entre le Togo et le Ghana. Harold Mansanwato pour les détails. Le lac Volta est au cœur d'un possible conflit entre le Togo et le Ghana, selon le journal Ici Lomé. Le projet d'approvisionnement en eau transfrontalier Sogakopé-Lomé, grâce à ce réservoir d'eau douce situé sur le fleuve Volta au Ghana, commence à être entaché par les allégations du directeur général de la Ghana Water Company Limited, le Dr Clifford Brema. En effet, lors de sa comparution devant la Commission des comptes publics du Parlement à Accra, ce dernier a révélé que le Togo tenterait de revendiquer la propriété de l'eau partagée lors des pourparlers du dit projet. Alors que les discussions entre les deux pays avancent lentement, elles se heurtent toujours à des divergences importantes. Selon Brema, le Togo voudrait transférer tous les risques liés au projet sur les Ghanéens, alors que le pays prélèverait 85% de l'eau à produire. Il affirme aussi que le Togo souhaiterait prendre de l'eau brute afin de la traiter lui-même. Pour le Ghana, l'objectif est de traiter l'eau à Sogakopé et l'acheminer vers Lomé pour que les gens le long de la ligne puissent également en bénéficier. Le projet d'approvisionnement en eau transfrontalier a pour objectif de transférer l'eau traitée à Sogakopé dans la région de la Volta vers la capitale togolaise Lomé. En 2005, le coût estimé de ce projet était de 110 millions de dollars. Pour l'instant, les autorités togolaises ne se sont pas encore exprimées sur la question. Aujourd'hui, 28 juillet, la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. À ce jour, habituellement, les questions liées aux mesures de dépistage, de traitement et de prévention de la maladie se remettent sur la table. L'idée étant de sensibiliser les populations. Dans ce journal, nous ne faisons pas l'exception. Quel est l'état des lieux de cette lutte sur le plan national et international? Élément de réponse. Ce 28 juillet marque la journée internationale de lutte contre l'hépatite. L'occasion une fois encore de rappeler l'existence de la maladie, tenir au courant des réalisations faites en matière d'efforts, sensibiliser et faire découvrir de nouvelles alternatives de traitement. Au Togo, d'après les chiffres datant de 2022, environ 20% de la population, soit 1,6 million de Togolais, sont atteints de l'hépatite B. Parlons des efforts fournis dans la lutte contre la maladie. L'État a mis en place un programme national de lutte contre l'hépatite. Les différents points qui restent à travailler sont le rapprochement des structures de traitement de la maladie, la mise en place des établissements de soins de santé primaires, sans oublier la sensibilisation sur la prévention et sur l'importance du dépistage. Pour rappel, l'hépatite se présente sur 5 formes différentes. L'hépatite A, B, C, D et E, chacune avec ses caractéristiques. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 325 millions de personnes à travers le monde sont touchées par la maladie et 1 million de personnes meurent chaque année. Nous posons nos valises au Niger et place à présent à l'actualité internationale. Le général Abdourahmane Tiani se présente
en nouvel homme fort du pays. Chef de la garde présidentielle, il est désormais le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la junte qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Dans sa présentation à la télévision ce vendredi, il justifie le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, minée par la violence des groupes djihadistes. Le Quai d'Orsay appelle au rétablissement du pouvoir civil démocratiquement élu. Suivons cette interview pour d'amples éclaircissements. Le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Depuis ce mercredi, Mohamed Bazoum est désormais ex-président du Niger. Il a été renversé par un coup d'État organisé par des militaires regradés réunis au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, 2 ans seulement après son élection. Retour sur le parcours de Mohamed Bazoum avec ce reportage. Alors qu'il était ministre de l'Intérieur du Niger, en 2019, Mohamed Bazoum est investi candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS. 2 ans après, le 21 février 2021, Mohamed Bazoum est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle à la suite d'un second tour qui l'opposait à Mahaman Ousmane, opposant et ex-président de 1993 à 1996. Mohamed Bazoum accédait ainsi à la fonction suprême avec 56,66% contre 44,34% des voix pour son rival. Ces résultats seront controversés par les partisans de l'opposant Mahaman Ousmane, descendus dans les rues, alléguant des fraudes. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Cette situation n'empêchera pas Bazoum de succéder à son mentor, Mahamadou Issifou, qui se retirait après 2 mandats de 5 ans. Mais bien avant, c'est au début des années 1990 que le désormais ex-président du Niger fait ses débuts dans la sphère politique en créant le PNDS avec Mahamadou Issifou. Figure de l'Union syndicale des travailleurs du Niger, il occupera la fonction de vice-président de l'Assemblée nationale après avoir été élu pour une première fois député en 1993, poste auquel il sera reconduit à 3 reprises. Mohamed Bazoum étendra son influence ainsi que son réseau à partir de 2011, alors que son collègue de lutte Mahamadou Issifou accède au pouvoir. Ministre des Affaires étrangères, puis de l'Intérieur ensuite, Mohamed Bazoum devient en 2011 le président du comité exécutif national du PNDS, d'où son arrivée au pouvoir en 2021. Sous son égide, les relations bilatérales entre le Niger et la France ont été renforcées, particulièrement sur le plan sécuritaire. Jusqu'à ce jour, le Niger reste d'ailleurs l'unique pays du Sahel qui tient à conserver un appui militaire français sur son sol, contrairement au Mali et au Burkina Faso. Une situation qui aurait bien pesé dans la balance pour sa chute mercredi dernier. On observe depuis quelques années maintenant une détérioration des relations de la France et certains pays du Sahel. Face à ce rejet, la Russie se place désormais comme une nouvelle alternative parmi les puissances occidentales. Alors que le Niger vit un coup d'État après les tentatives ratées de 2021 et 2022, des voix s'élèvent au sein de la population contre la France. En effet, plusieurs manifestants portent des écriteaux sur lesquels on peut lire « À bas la France » et d'autres brandissent le drapeau du pays qui est érigé comme seul allié de confiance de l'Afrique selon certains, la Russie. Depuis plusieurs années maintenant, la position de la France sur le continent est remise en question par les nombreuses critiques auxquelles le pays fait face.
De l'ingérence politique à la perpétuation de ce que certains qualifient de néocolonialisme, en passant par l'exploitation économique, les raisons de ce rejet progressif des forces françaises en Afrique sont nombreuses. Dans le Sahel, l'échec de la France, face notamment aux djihadistes, a poussé les pays à se tourner vers d'autres puissances. Dans ce contexte, la Russie qui cherche à élargir son influence politique et économique sur le continent fait figure de choix alternatifs. D'abord présent au travers du groupe paramilitaire Wagner, notamment au Mali et en Centrafrique, le pays ne cache plus sa volonté de devenir un partenaire majeur du continent africain. Les autorités du pays ont multiplié les visites et un sommet est actuellement en cours à Saint-Pétersbourg avec 49 pays africains et 17 chefs d'État. Ce sommet va permettre de redéfinir les relations entre Moscou et le continent africain dans le contexte des bouleversements politiques et économiques récents. Face à ces situations, doit-on considérer l'Afrique comme le terrain d'une guerre froide du XXIe siècle ? Et parlons justement de la coopération Russie-Afrique. Vladimir Poutine a annoncé la livraison gratuite de plusieurs milliers de tonnes de céréales à 6 pays africains. La nouvelle a été faite ce jeudi lors de son discours d'ouverture à l'occasion du 2e sommet Russie-Afrique. Une annonce qui ne dissipe quand même pas l'inquiétude des pays africains. 6 pays africains vont bénéficier d'une livraison gratuite de céréales d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine, le président russe à l'entame du 2e sommet Russie-Afrique, ouvert ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Dans les 3 ou 4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Cependant, cet accompagnement russe à l'endroit des pays africains, particulièrement dans le besoin, ne contribue pas à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire en Afrique. La Russie et l'Ukraine doivent trouver un accord concret, selon le président de l'Union africaine. La sécurité alimentaire et économique de l'Afrique sera surtout menacée, d'autant plus que le continent est d'ores et déjà durement affecté par le choc des prix des denrées alimentaires provoqués par l'interruption de leur approvisionnement. Nous exhortons alors les parties prenantes à trouver un terrain d'entente pour permettre la reprise d'un fret sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers notre continent. D'autres voient en cédant russe une incertitude de la coopération Russie-Afrique. À la limite, il s'agirait d'une disposition dont le but serait d'amener les pays africains à soutenir Vladimir Poutine dans toutes ses prises de position. Et puis, les autorités sénégalaises ont annoncé ce jeudi la mise en place d'un nouveau dispositif destiné à lutter contre l'immigration clandestine. Une mesure prise par le gouvernement du pays au vu de la recrudescence du nombre de migrants décédés sur les côtes sénégalaises. D'autres détails dans ce reportage. Après le naufrage d'un bateau de migrants à Saint-Louis le 12 juillet dernier et plus récemment celui d'une embarcation dans les environs de Dakar où 16 migrants sont morts en début de semaine, le Sénégal a présenté jeudi un plan de lutte contre l'immigration clandestine. Le programme a été présenté par le ministre sénégalais de l'Intérieur, l'objectif selon lui étant de réduire considérablement le phénomène. Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration. Le document de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière décline 5 axes qui visent à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Plusieurs drames ont été recensés ces dernières semaines au Sénégal. Mardi, la police annonçait l'interpellation de 530 personnes, tous candidats à une traversée clandestine. 1. La prévention avec au cœur les questions d'emploi et de financement. 2. La gestion des frontières. 3. La répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs. 4. Les mesures d'appui et de protection des migrants. Et enfin 5. Le retour et la réinsertion des migrants irréguliers. Le coût total du dispositif n'a pas été révélé par les autorités. Néanmoins, il devrait être financé par le budget national et des partenaires extérieurs.
Et pendant ce temps, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a visité ce jeudi, au cours de son déplacement à Odessa, la cathédrale de la Transfiguration endommagée par un bombardement russe dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Vieux de plus de 200 ans, l'édifice est pourtant protégé par l'UNESCO. C'est un petit miracle sous les yeux de la Vierge Marie fissurée. La cathédrale de la Transfiguration, bâtiment historique d'Odessa, frappé par un missile russe dans la nuit du 23 juillet. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne constater les dégâts. L'édifice, emblématique, ciblé par les Russes mais toujours debout, un cadre symbolique utilisé par le président ukrainien en visite dans le sud du pays pour féliciter ses troupes. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Merci pour la libération de Stayo-Mayorsko. Encore une fois, félicitations. Si l'édifice ne s'est pas entièrement effondré, pour le maire de la ville venu mardi avec son équipe observer les destructions, il y a encore des motifs d'inquiétude. La partie du bâtiment touchée par ce missile russe fou est en train de bouger. Les experts disent qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment. Le métropolite Agaf Engel, responsable du diocèse, est lui aussi venu faire l'état des lieux. Le maire lui demande de procéder à une démolition partielle de l'édifice. Ne vous inquiétez pas, tout sera restauré. Merci. Aujourd'hui protégé par l'UNESCO, l'annonce du bombardement de l'édifice avait été accueillie avec beaucoup d'émotion par les habitants d'Odessa, venus pour une dernière prière à l'extérieur. En tant que prêtre, je ne peux pas exprimer par des mots tout ce que je ressens. C'est de la colère, de l'aversion, de l'incompréhension. Tout est mélangé. Moscou rejette la faute du bombardement sur les autorités ukrainiennes, mettant en cause les défenses antiaériennes de la ville. Mais pour les spécialistes en ingénierie venus entamer les réparations, il ne fait aucun doute. Seul un missile a pu causer ces dégâts. Pendant près d'une semaine, la Russie a mené une intense campagne de frappe sur la ville maritime et ses installations portuaires, mais aussi sur de nombreux bâtiments historiques dans le centre-ville. Et c'est sur cette actualité internationale que nous mettons un terme à cette édition de l'information. Ne quittez pas vos positions d'écoute. 22h30, Café Soleil se fera le plaisir d'être chez vous.